Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse gentiment arriver et on va appeler l'invité du jour. Hello. Alors, les habitués sont là. Merci de votre fidélité. Je vous laisse. Alors, il est tellement au taquet que c'est parti. Alors, ciao Sean, Ça va? bien et toi? Bien. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très très bien. Alors, je vais déjà répondre à la première question qui m'a été posée dans la boîte à questions. Question très pertinente de quelqu'un qu'on connaît qui demande qui a le plus de cheveux entre toi et moi. Je peux répondre que c'est clairement toi. Voilà. Alors là, ouais, je suis un petit peu en retard sur ma coupe de cheveux. Ouais. Donc, c'est Ouais. clair que là, tu gagnes le combat. Même en fait, même si tu es en retard, je pense que tu en as quand même plus que moi. Voilà. Comme ça, Flora sera contente d'avoir pu, tu vois, poser cette question vraiment hyper importante, très profonde et tout. Donc, voilà. Je suis hyper content d'avoir répondu à ça. Ouais, moi aussi. Merci Flora pour cette super question. Voilà, merci. Sean, merci beaucoup de participer au live. Ça me fait très, très plaisir de t'avoir avec moi. Est-ce que, pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître, et à mon avis, quand tu es coach, ou en tout cas passionné de l'entraînement dans notre région, en Suisse romande, c'est difficile de ne pas connaître Upside Strength. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Bien sûr, je m'appelle Sean, j'ai 32 ans, j'habite à Nyon en Suisse, j'ai grandi ici à Nyon. J'ai pratiqué pas mal de sports étant jeune, quelques sports de combat, judo, karaté. J'ai fait du foot, j'ai fait du kung-fu, j'ai fait du rugby aussi ensuite, étant un peu plus âgé, 17 à 23 ans, j'ai fait du rugby. D'abord ici en Suisse, ensuite au Canada également, où je me suis exporté pendant un petit moment après mon service long Mhm. parce que j'avais plus envie de voir la Suisse. Et donc, je suis parti en Australie, je suis parti au Canada. Et au Canada, j'ai découvert. Alors, j'avais découvert ici, mais j'ai commencé à pratiquer le CrossFit. J'ai fait de l'haltérophilie. Après, j'ai fait de l'ergo, donc du rameur indoor. Donc, j'ai touché à pas mal de sports depuis que j'étais jeune. Et ensuite, côté coaching, ça fait 8 ans maintenant, bientôt que je coach. Commencé en indépendant à Vancouver, coaché pour moi-même pour des salles aussi pendant plusieurs années et ensuite basculer sur la préparation physique aussi quand je suis revenu ici en Suisse, avec le rugby club à Nyon notamment, avec l'Académie suisse de rugby. Et à l'heure actuelle, je fais principalement du coaching privé, principalement à domicile, mais je fais aussi un petit peu de préparation physique avec quelques athlètes que je suis, des tests physiologiques également pour les athlètes et les différentes personnes avec qui je travaille. Mhm. Et puis, j'ai une chaîne YouTube et un podcast, comme tu l'as mentionné précédemment. Donc, Clairement. ouais. Tout le parcours vie privée est super, super intéressant. Je ne vais pas te faire répéter ce que tu as déjà très bien dit dans un podcast précédent, Radio Vestiaire avec Flora. Donc, pour ceux qui sont intéressés de connaître Sean, la partie un peu plus privée et la vie de Sean, je vous renvoie vers ce podcast-là qui était vraiment super cool et plein de pépites. Je pense qu'on aura deux, trois sujets communs, mais il y a d'autres choses que j'aimerais aborder aujourd'hui avec toi. Mhm. Déjà, j'ai une première question. Souvent, depuis la Suisse, le coaching dans les pays anglo-saxons fait rêver, un peu comme si c'était, tu vois, comme si c'était l'Eldorado, comme si, en fait, par exemple, tu arrivais aux États-Unis ou au Canada et les gens, tu sais, te sautaient dessus parce que tu as un t-shirt personal trainer. Maintenant que tu as pu exercer là-bas et que tu as pu exercer ici, est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences? Est-ce que la vision du personal trainer est clairement différente? Comment est-ce que tu ressens la chose? Ce qui me vient à la tête ce qui me vient à l'esprit quand tu poses cette question, c'est déjà que quand les gens disent ici que le marché est saturé en coach, ils ont aucune idée de quoi ils parlent. Ouais, Parce que au Canada et aux États-Unis, c'est même pas saturé encore, mais il y en a 10 fois plus qu'ici. ok. À tous les coins de rue, tu as des salles. À tous les coins de rue, tu as des coachs sportifs. Il y en a vraiment partout. Tout le monde est son cousin, son coach sportif. Et donc, je pense il y a beaucoup plus de concurrence, Mhm. ce qui veut dire que bah, t'as pas vraiment le choix. Faut être bon si tu veux réussir.
parce que sinon, ben, les gens vont vite trouver quelqu'un d'autre. Ça, à mon avis, c'est une des plus grandes différences. Une autre, c'est juste cette philosophie de partage et de communication. Alors Ok. certes, c'est un très très bon moyen de se promouvoir, de faire du marketing quand tu partages ce que tu penses ou ce que tu sais ou ce que tu penses savoir, ou que tu échanges simplement avec les autres. Mhm. Je pense que c'est vraiment une très très bonne stratégie et c'est personnellement celle que j'emploie, mais c'est c'est aussi le seul moyen de te démarquer de la compétition, au-delà d'être un bon coach, au-delà de bien faire ton boulot, faire en sorte faire du super boulot et ensuite savoir faire en sorte que les gens sachent que tu fais du super boulot. C'est Ok. vraiment, à mon avis, les deux étapes si tu veux réussir. Voilà, Ok. pour la réponse rapide ou ceux qui veulent des petites recettes magiques, la recette magique, c'est fais très très bien ton job et ensuite fais en sorte que tout le monde le sache. Mhm. Mais ça prend du travail, c'est clair. Et puis, encore une fois, cet aspect de communication qui est beaucoup plus ouvert, on va dire, Mhm. en Amérique du Nord. Et je pense que c'était certainement une de mes forces, entre guillemets, en revenant de l'Amérique du Nord et en ayant baigné dans ce milieu là-bas. C'était de m'être rendu compte que en communiquant et en partageant ce que je sais ou ce que j'apprends en cours de route, je vais pouvoir attirer des gens qui soit pensent comme moi, soit qui sont intéressés par ce que je fais. Mhm. Et bah, jusqu'ici, ça marche assez bien, donc je vais continuer. Clairement. Donc en fait, c'est en Amérique du Nord, est-ce que c'est le cas un peu dans tous les pays anglo-saxons? Tu as cette culture de partage et pas ce truc de, en fait, je vais rester recroquevillé sur moi-même parce que, en fait, si j'explique comment est-ce que je prends, admettons que je sois un coach à succès, que mon boulot fonctionne bien, ah ben en fait, je vais surtout pas expliquer au coach qui est deux pâtés d'immeubles plus loin comment je fais parce que sinon, en fait, il va me voler mes clients. Il y a pas cette, il y a beaucoup moins cet état d'esprit-là dans les pays anglo-saxons. Il y a encore, mais il y a moins, je dirais, ouais. Mhm, Et je dirais que les gens, ils ont passé le cap et ils se sont rendus compte que le savoir, tu peux le partager, ça veut pas dire que tu le perds. mhm, Et donc, ça veut dire que tu peux le propager, tu peux le distribuer, tu peux faire en sorte que tout le monde en bénéficie. mhm, Et non, au contraire, en fait, les gens pensent que si tu partages son savoir, eh ben, le coach d'à côté, il ira prendre tous tes clients. Mais au final, le fait que toi tu es partagé, le fait que toi tu as été prêt à dire dire ce que tu savais, ça va être une plus-value monstre pour les coachs, mais aussi mhm. pour tes potentiels clients qui vont du coup savoir ce que tu penses Ouais. et auront une petite base pour te faire confiance avant de potentiellement vouloir travailler avec toi. Mhm. Ça me fait penser à ce que dit Idriss Aberkan par rapport à la théorie de la connaissance, où Mhm, en fait il c'est compare ça. la connaissance à une pizza. Si j'ai une pizza en face de moi et que je te donne la moitié de la pizza, bah, il me reste que la moitié de la pizza. Par contre, si j'ai de la connaissance et que je te la partage, bah, en fait je l'ai toujours, je la perds pas. Voire même, elle va s'étoffer parce que en t'expliquant, je vais digérer l'information, je vais encore plus m'approprier cette connaissance-là parce que je vais t'en parler. Et donc, du coup, c'est même bénéfique euh, c'est bénéfique pour celui qui entend, mais aussi pour celui qui parle de partager cette connaissance. Euh, Ouais. tu es dans les rares personnes, j'ai l'impression, dans notre microcosme suisse romand, à avoir cette attitude-là. Euh, Est-ce qu'au début, quand tu as commencé à lancer donc ton podcast Upside Strength, est-ce qu'au début, il y a des gens qui t'ont dit, ouais, mais bon, Sean, tu perds ton temps, ou tu devrais pas faire ci, ou tu devrais pas faire ça, ou tout de suite, ça a été super bien accueilli et tout le monde t'a dit, mais en fait, tu as tellement raison de faire ça. J'ai eu très très peu de remarques négatives. Mhm. Et même si j'en avais eu, ça aurait pas été des choses sur lesquelles je me serais attardé. Ouais. Donc, non, depuis le début, je savais pourquoi je le faisais et j'avais pas nécessairement besoin de validation externe pour le faire ou pour continuer. Et Mike, juste pour répondre à ta question, Oui, oui, on rediffusera le live, c'est clair. Je crois Ken de ton côté, comme du ouais, mien également, ouais, hein. exactement. Ouais, C'est ça. également. Ça va Donc repartir sur les réseaux. il sera dispo partout comme d'habitude. Et puis ouais, donc non, c'était très positif depuis le début. Et puis ben au début, ben il y a personne quoi. T'es tout seul, tu parles, tu fais des épisodes.
Et ça a vraiment, c'est vraiment un projet de longue haleine. C'est vraiment pas un truc où tu te dis, ouais, je vais commencer un podcast et après 5 épisodes, je vais être le roi du monde. Donc c'était un processus qui était extrêmement intéressant, mais en même temps, je savais que ça allait se passer comme ça. Je savais que c'était pas un truc vite fait. C'est un truc qui Mhm. prend vraiment des années. Bonne journée à toi, Mike. C'est vraiment un truc qui prend des années pour se développer. Et donc j'étais parti avec ça en tête, quoi. C'est un marathon et puis tu commences à mettre un pied devant l'autre et t'essayes de pas trop te prendre le chou ou réfléchir en cours de route et 2 ans plus tard, tu relèves la tête et tu regardes ce qui se passe et c'est pas trop mal, quoi. T'es très humble dans ta manière de dire, mec. C'est complètement ouf. C'est pas trop mal. Belle imitation, mais c'est complètement ouf ce que tu fais. Euh, Dans cette volonté de créer le podcast, c'était un des sujets que je voulais aborder avec toi parce que je trouve que c'est quelque chose que tu fais très très bien. C'est marquer ta différence. C'est-à-dire, j'imagine que dans les coachings privés que tu fais de la gen pop, des gens, monsieur et madame tout le monde. Ouais. Mais quand on t'observe et quand on te voit à travers les réseaux sociaux et à travers l'image que tu donnes, euh, on t'apprécie en tant que vraiment spécialiste, comme gars très très pointu, qui va très 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 loin dans sa réflexion. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait volontairement? Tu t'es posé, tu as réfléchi, tu dis OK, par rapport aux autres, comment est-ce que je peux marquer ma différence? Ou tu t'es dit qu'est-ce que je peux mettre en avant, de quoi j'ai envie de parler? C'était quoi ta réflexion qui t'a amené à créer Upside Strength? C'était de kiffer ce que je fais chaque Mhm, jour parce que si on est entrepreneur, il faut que ce soit, il faut qu'on en retire du positif mhm, parce que sinon on s'en sort pas. Ça sert à rien d'être entrepreneur et puis d'être misérable chaque jour. Et donc j'ai eu la chance, je pense que se démarquer et être différent entre guillemets ou être singulier pour faire la différence, c'est important. Mais je dirais que j'ai eu la chance de pas nécessairement devoir le faire à mes débuts parce que j'ai pu bosser pour d'autres salles, donc j'avais pas nécessairement besoin de faire différemment et j'ai pu peut-être évoluer ma propre manière de faire ou ma propre manière d'être, ce qui fait que à l'heure actuelle, je fais simplement les choses qui me paraissent intéressantes pour moi mhm. et pertinentes pour moi et bien sûr que je pense à l'audience également sur quel contenu je vais partager, qu'est-ce qui peut être pertinent pour eux, mais au final, dans la trame de comment j'opère, c'est extrêmement intuitif dans le sens où je fais vraiment ce qui me semble juste Mhm. et je pose les questions qui me semblent intéressantes pour moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'essaie de me tenir parce que, encore une fois, ça me permet d'être juste moi-même, en fait. Mhm. Peu importe ce que je fais, peu importe avec qui je parle, sans nécessairement essayer de jouer un rôle ou de prendre une position ou quoi, quitte à ce que ces choses changent au cours du temps, ce qui est pas très commun, on va dire, ces jours-ci, dans le sens où tout le monde a ses idées et personne veut les lâcher sur plein de sujets différents. Mais je pense que c'est le parcours en fait qui intéresse les gens aussi. C'est comment toi tu évolues, c'est comment tu penses maintenant par rapport à comment tu pensais il y a 6 mois. C'est Mhm. passer en revue tes vidéos d'il y a un an et dire ah non ça je suis plus d'accord, ah non ça je pense différemment. Et donc au final si tu pars si tu pars de cette position-là, tu peux pas vraiment te tromper parce que ah oui tu peux te tromper, tu vas te tromper, mais ça fait partie de l'histoire. Mhm. Et donc je pense que ça a été un des plus gros une des plus grandes clés pour moi on va dire. C'est que eh ben voilà je sais que je vais avoir tort, je sais que je vais dire des conneries, je sais qu'il y a des choses que j'ai pas encore compris et que peut-être que je comprendrai jamais mais que j'essaye. Et donc au final c'est vraiment un parcours de curiosité, Mhm. de développement personnel et donc je j'ai pas vraiment de rôle que je joue en fait. Ok, J'essaie juste de t'es toi-même en fait. c'est ça ouais. Ouais, c'est juste hein, euh, tu vois dans l'accompagnement que je fais avec les coachs pour le développement de leur business, c'est en fait qui tu es toi, comment est-ce qu'on peut mettre ça en avant et comment est-ce que ça peut créer quelque chose de percutant chez les gens pour qu'ils arrivent à s'identifier à toi. Et Mm, effectivement, tu le dis de manière très très correcte. On est entrepreneur, c'est déjà assez difficile dans l'absolu, sans pour autant faire des trucs qui clairement nous emmerdent. Et moi, mhm. j'avais la discussion avec des élèves ce week-end en formation. Est-ce que tu fais du coaching en nutrition? Non. Pourquoi? Parce que ça m'emmerde en fait. Et si ça m'emmerde, je suis de toute façon pas bon dedans. Ouais. Donc je le fais pas. Et il y a des gens que ça passionne.
et notamment ma femme. Et c'est pour ça que c'est elle qui s'en occupe et que c'est pas moi. Donc, je raisonne avec ce que tu dis. Je raisonne aussi avec le fait que dans ta manière de démarcher, c'est vrai, quand on regarde les premières vidéos, on voit que tout s'améliore en fait, les process s'améliorent, la manière dont tu parles, tout se perfectionne. Et je pense que ça met en avant le fait que tu dois pas chercher à être parfait dès le départ, mais qu'en fait, cette perfection, elle s'atteint jamais, mais tu t'en rapproches de plus en plus, ou en tout cas, ça s'améliore au fur et à mesure à force de faire. C'est ça. Il faut faire d'abord, il faut penser ensuite. Les gens, ils passent beaucoup trop de temps à penser à qu'est-ce qu'ils doivent faire ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire ou comment ils devraient le faire. Non, il faut faire et ensuite, il faut en tirer tes propres conclusions. Ensuite, il faut essayer de faire un petit review de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait, de comment ça aurait pu être fait mieux. Mhm. Mais il faut vraiment passer à l'action. C'est, à mon avis, la chose la plus importante si on veut avancer dans notre métier et en tant qu'entrepreneur. Il faut arrêter de faire des plans sur la comète. Il faut faire quelque chose, il faut enregistrer ta vidéo, il faut la mettre en ligne. Après, il faut dire, putain, je suis vraiment nul, c'est vraiment dégueulasse. Mais au moins, tu as une base de référence pour te dire, voilà, je sais que je suis nul dans ça, je sais que je dois m'améliorer là-dessus, je sais que ça, je peux faire mieux. Mhm. Mais si tu n'as pas fait ta première vidéo et que tu es encore en train de te dire, ouais, non, j'ai prévu dans 6 mois parce que là, je suis en train d'écrire mes scripts et tout. Non, non, fais ta vidéo et ensuite juge ton contenu et juge ton contenu après l'avoir posté et laisse l'audience juger ton contenu. On Mhm. passe trop de temps à préjuger notre contenu également. Je pense qu'il faut arrêter de se dire que ma perspective, ça va être la perspective de tout le monde. Et si moi, je pense que c'est pas assez bien, eh ben, toute mon audience pensera que c'est nul. Le nombre de vidéos que j'ai publiées où je pensais que ça allait casser l'Internet et il s'est rien passé. Et au contraire, des vidéos où je me suis dit, ouais, je vais faire ça, ça prend 3 minutes. Et je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui sera intéressé, où j'ai eu des centaines de vues sur ces vidéos. Mhm. On peut pas décider à l'avance ce qui va fonctionner ou pas. Et donc, faut s'enlever ce frein, il faut faire, et ensuite, il faut réfléchir à comment on peut faire mieux, mais l'action, ça vient d'abord, c'est clair. C'est Bah voilà, le live est terminé. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je suis un niqué le game. Je sais plus quoi dire. Voilà, on va rester comme ça pendant 40 minutes. Non, alors ça me vient comme ça. La réflexion derrière ton logo, Ouais, avec cette ballerine et cette barre olympique, parce qu'en fait il est super cool ton logo. Il merci. déchire. C'est quoi la réflexion derrière ce logo? Et pourquoi Upside Strength en fait? Ouais, je m'entraînais. Alors le logo, je m'entraînais dans une salle de parcours à Vancouver qui s'appelle Ok. Origins Parkour, qui est vraiment une super salle menée d'une main de maître par René et toute son équipe. Vraiment une chouette structure, un grand espace indoor avec des grandes caisses en bois, des foam pits, des barres, un spring floor et il y avait une petite salle de renfort à côté, là où je pratiquais mon haltéro quand je faisais de l'haltéro. Et il y avait vraiment une collection d'athlètes divers et variés qui venaient s'entraîner dans cette salle. Il y avait des équilibristes, il y avait des stunts actors, il y avait des athlètes de parcours, il y avait des gars qui faisaient du powerlifting, il y avait vraiment un petit peu tout le monde. Et il y avait ce gars qui faisait du parcours et du ballet aussi. Et on s'était dit que Do You Even Lift Bro, c'était cool, mais que Do You Even Ballet Bro, c'était beaucoup plus original. Et puis un jour, on s'était dit, ben, faudrait qu'on fasse un t-shirt qui a le ballet Mhm. comme image centrale. Et puis j'avais pensé à cette fusion entre l'haltérophilie et le ballet parce qu'il y a la grâce de la danseuse et puis il y a qui est aussi nécessaire dans le sport de l'haltérophilie, Mhm. mais en même temps la force et les poids, etc. Et je me suis dit que c'était une image qui était intéressante et donc j'avais fait le petit montage vite fait sur l'ordi. Et puis 1 ou 2 ans plus tard, quand j'ai lancé ma boîte, du coup, je me suis dit que ce serait sympa comme logo. Et donc je suis parti là-dessus parce que ça regroupait en fait les qualités de force, de Mhm. puissance, mais aussi de grâce, de flexibilité et toutes les autres parties qui sont importantes en fait pour le développement de manière générale chez un athlète, chez une personne lambda. Et le nom Upside Strength, je cherchais quelque chose qui était positif. Mhm. Et donc je pense que le Upside, il fait le boulot avec ça.
Strength, c'est extrêmement général, mais ça représentait assez bien ce vers quoi je voulais tendre. Et certainement aussi le cadre dans lequel j'étais moi-même à ce moment-là, où justement l'haltérophilie, beaucoup de travail sur la force. Mhm. Donc je pense que si je devais le renommer, j'ajouterais peut-être strength and conditioning ou quelque chose comme ça pour compléter, si tu veux, un petit peu, ou athletic development, enfin quelque chose de plus Mhm. général et de plus all-encompassing. Mais je suis assez content avec ce qui en est sorti et je suis assez content avec ce que c'est devenu aujourd'hui et ce qui va continuer à en découler dans les années qui viennent. Clairement, on en parlera là d'un des gros projets en tout cas que tu as dans ton sac, dans ta besace prêt à sortir. J'aimerais juste revenir sur tous les podcasts que tu fais. Dans le démarchage en fait des gens que tu vas avoir dans le podcast, il y a autant des gens locaux, donc ça veut dire des coachs ici, bah, des coachs qui s'invitent un peu au forcing dans ton podcast, genre moi, d'autres coachs que tu as interviewés, il y a des coachs en France, mais il y a aussi des coachs à l'étranger, notamment aux États-Unis, et là je pense à deux coachs en particulier, Phil Daru que tu as interviewé, qui est the préparateur physique pour les sports de combat aux States, et puis Joel Seedman, qui est aussi préparateur physique, qui crée beaucoup de polémiques à cause de son style d'entraînement un peu particulier. Comment est-ce que tu démarches? Comment est-ce que tu les abordes? Comment ça se passe? Ça dépend qui je vais chercher, où et pourquoi. Mhm. Très souvent, c'est DM sur Instagram. Ok. Et des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Des fois, les gens y répondent, des fois, les gens y répondent pas. Des fois, ils répondent après 6 mois, des fois, ils répondent après une année. Donc, je lâche pas la grappe. Mes messages, en fait, mon groupe général, il est pour les gens que je démarche pour le podcast. Et donc, j'y retourne de temps en temps et je les relance quand ils m'ont pas répondu. Ok. Donc, il y a ce côté-là. Il y a tout le côté Twitter aussi, où si je vais parler à des chercheurs ou des choses comme ça, des personnes dans ce milieu-là, ils seront plus facilement sur Twitter qu'autre part. Et Mhm. donc, je les démarcherai directement là-bas. C'est pas toujours aussi facile parce que tu peux pas toujours écrire en DM sur Twitter si la personne te suit pas. Ouais. Donc des fois, il y a un petit jeu sur quelques semaines de répondre à des tweets, de tweeter à la personne, Ouais. ou alors d'aller chercher sur PubMed, par exemple, d'aller chercher leur profil, de passer par un de mes contacts qui a accès à la plateforme pour avoir l'email de la personne parce que moi, je l'ai pas. Donc, il y a tout ce petit jeu de chat à la souris. Sinon, mais c'est principalement au travers des réseaux, je dirais, ou alors au travers de leur site web s'ils en ont un. Ok. Mais ça se fait de manière assez selon la personne et puis selon leur disponibilité aussi. Mhm. J'ai pas vraiment de recette magique. Faut vouloir et faut pas lâcher la grappe. Ouais, ok. Donc, c'est pas genre, t'envoies un message pour essayer, puis s'ils te répondent pas, tu renvoies pas derrière, quoi. Non, Tu travailles au corps. ouais, je travaille, ouais. Ok. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des podcasts que tu as enregistrés que tu n'as pas publiés? Non, Non? aucun. Ok. Donc, tu les as systématiquement tous publiés. Est-ce qu'il y a des... Alors, sans bien sûr citer de noms, hein, on est d'accord. Est-ce qu'il y a des podcasts que tu as moins aimés ou des gens avec qui que tu as interviewé puis que voilà, tu te rends compte au final, au fil de l'interview, que tu n'es pas trop d'accord avec eux ou que les mindsets, les mentalités s'opposent? Il y a eu des moments un peu particuliers? Pas être d'accord, ça me dérange pas du tout. Mhm. J'aime bien quand je suis pas d'accord parce que ça me force à réfléchir. Et on part toujours du principe que si on n'est pas d'accord avec la personne, eh ben, on a raison et eux, ils ont tort. Mais Mais c'est pas le cas. au final, on n'en sait rien Ouais, exactement. parce qu'on comprend rien de toute façon. Donc, faut qu'on arrête de se prendre le chou. Et puis, quelqu'un qui est pas d'accord, c'est très enrichissant à mon avis. Et Mhm. je vais essayer de creuser pour mieux comprendre leur position, pour peut-être compléter ma perspective sur le sujet. Ce qui est plus difficile, je dirais, en podcast, c'est les gens qui ne parlent pas ou qui parlent très peu ou qui font des phrases très courtes et qui s'arrêtent de parler tout de suite derrière. Ouais. Euh, donc c'est peut-être des gens qui sont, et c'est peut-être pas leur faute, hein, dans le sens où c'est peut-être juste des gens qui sont timides, des Mhm. gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'exercice, parce que c'est vrai que c'est quand t'as pas l'habitude,
si tu arrives pas à passer au-delà le fait que c'est juste une conversation en fait et que tu vas parler à la personne comme tu lui parlerais dans la vraie vie et que voilà, c'est enregistré, mais en plus il y a même pas de public, il y a personne. Mhm. Si tu n'arrives pas à passer au-delà de ça, c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile au début. J'essaye de faire tout ce que je peux pour mettre la personne à l'aise, bien sûr, mais j'ai eu quelques interventions où je dirais que la personne était très renfermée ou alors pas prête à partager ou alors simplement, comme j'ai dit, pas à l'aise. Mhm. Et ça, c'est vrai que c'est des interviews qui sont pas les plus chouettes à conduire parce que faut relancer toutes les 25 secondes avec une question et ben, autant tu peux rebondir, autant tu peux creuser, mais quand la personne te donne aucune substance sur laquelle rebondir, C'est chaud. ça devient vite assez long. Donc j'en ai eu quelques-uns comme ça, Ouais. mais très très peu, Ok. honnêtement. Et donc quand ça se passe, c'est malheureux, mais c'est comme ça. J'essaie de le voir comme une opportunité pour moi d'essayer de m'améliorer, de Mhm. bah, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour améliorer la prochaine interaction, pour faire en sorte que ça se passe soit mieux, soit pas comme ça. Mhm. Et donc je pense que bah, quoi qu'il arrive, essayer de prendre la responsabilité vu que c'est mon podcast. C'est pas la faute de l'invité, c'est à moi de faire en sorte de tirer le meilleur de chacun. Et Mhm. des fois c'est un petit peu plus dur que d'autres, mais il faut faire avec. Ok. On voit, on entend, et je pense que bon, autant moi que ceux qui nous écoutent ou qui vont nous écouter par la suite ou qui te connaissent, on sent une grande humilité dans la manière dont tu te comportes, dont tu parles de ton expérience professionnelle. Enfin, pour moi, t'es à un niveau en termes de connaissances, en termes d'attitude, en termes de connaissances aussi multitasking, parce que bah voilà, tu as des connaissances dans le coaching et dans la physiologie de l'exercice, mais aussi dans l'utilisation des réseaux sociaux, dans l'entrepreneuriat, enfin vraiment à un niveau qui est très élevé selon moi, limite stratosphérique pour utiliser une expression que Flo dit que j'utilise tout le temps. Euh, Est-ce que tu as toujours eu cette humilité-là ou est-ce que dans tes plus jeunes années, tu étais un peu trop sûr de toi et en fait, tu t'es mangé et donc du coup, ça t'a fait descendre d'un cran. À travers ça, je pense que tu sens que j'ai passé aussi hein, par ces expériences-là. Mais voilà, est-ce qu'à un moment donné, Sean a été quelqu'un d'un peu trop galvaudé, d'un peu trop confiant et il y a eu un truc qui a fait que, ok, je vais redescendre d'un step et puis en fait, je vais avancer. Tu as dit un truc avant, en fait, on comprend rien à rien. Alors, c'est pas on comprend rien à rien, mais c'est on se rend compte que la compréhension, elle est vaste. Et donc, du coup, qu'il y a encore plein de choses à comprendre. Mais est-ce qu'il y a un moment donné dans ta vie où tu n'as pas été comme tu es aujourd'hui avec cette humilité-là et cette sagesse? Je pense que Sean, sa première année, c'était vraiment un con. Et il avait fait du rugby, il avait fait un peu d'haltéro en compétition et il avait tout compris. Les back squats, ça allait résoudre le cancer. Et puis tout le monde devait faire du squat, deadlift, bench parce que c'était la vie et parce qu'il y avait que ça de vrai. Et puis ceux qui utilisaient des haltères, c'était des cons et les élastiques, c'était pour les nuls. Et les machines à câbles, ça servait à rien. Et le poids de corps, ben, c'était pas aussi bien qu'avec une barre olympique. Donc ça, c'était vraiment là où j'ai débuté en fait. Et c'était vraiment ma perspective au tout début. Et je ne sais pas s'il y a eu un moment de transition. Je pense que j'ai toujours eu une soif de comprendre et une Mhm. soif de vouloir comprendre et apprendre et m'améliorer. Et ça m'a conduit à bah, continuer à m'éduquer, à suivre des gens beaucoup plus intelligents que moi et essayer de comprendre ce qu'ils essayaient de communiquer, de gentiment comprendre l'intérêt d'utiliser d'autres modalités de travail, des haltères, des kettlebells, des câbles, des élastiques, du poids de corps, du travail athlétique, enfin tout, vraiment toutes les différentes facettes. Et au fil des années, j'ai parcouru, si tu veux, toutes ces méthodes, ces modalités en suivant différents spécialistes, en suivant différents leaders dans différents sous-groupes, on va dire, Mhm. de notre écosystème. Et pour au final, je pense, après 5 6 ans, avoir fait le tour, ou en tout cas ayant assez bien compris la majorité des façons d'aborder la chose, avec une bonne compréhension des principes sous-jacents qui vont te permettre d'évoluer, peu importe les disciplines que tu choisis, Mhm. de comprendre la démarche d'analyse de la tâche de différents sports, ce qui veut dire que peu importe le sport que tu abordes, même si tu le comprends pas bien, tu as les outils pour l'étudier et pour le décortiquer et pour ensuite
remonter, si tu veux, la préparation physique nécessaire de manière assez spécifique et de manière assez cohérente. Non, mais au début, j'avais tout compris, mais je savais 100 fois moins qu'aujourd'hui. C'est clair qu'il y a eu cette phase d'humilité où je me suis rendu compte que, au fait, j'avais tout à apprendre. Et plus j'avance aujourd'hui, et plus je me rends compte que il faut être. Je pense une des réalisations, ça a été, à mon avis, l'année dernière, quand j'ai commencé à écouter un gars qui s'appelle Daniel Schmachtenberger, qui est certainement un des gars les plus intelligents que j'ai entendu parler, qui est pas du tout dans le fitness, qui parle de choses extrêmement vastes comme la, la naissance et la mort de civilisations, et donc qui parle de politique, qui parle d'économie, qui parle d'écologie, qui parle de tous ces différents domaines et qui a une compréhension extrêmement poussée, ou en tout cas très très vaste de tous ces sujets, ainsi que l'espace entre ces différents domaines de compétences. Et écouter ce qu'il disait et ce qu'il relatait, ça m'a vraiment poussé à douter de l'assurance que j'avais envers toutes les connaissances que je pensais vraiment maîtriser. Et donc, vraiment faire un ou deux pas en arrière et se dire, voilà, ça, c'est ce que je pense à l'heure actuelle, ça, c'est ce que je pense comprendre et savoir. Mais au final, qu'est-ce que j'ai comme preuve pour me dire que j'ai vraiment assez creusé la question pour être aussi sûr que je pense l'être? Et ça, ça a vraiment été un moment extrêmement important pour moi, je dirais. Et depuis ce moment-là, je pense déjà avant, mais vraiment depuis ce moment-là, je suis extrêmement, je sais pas si détaché, c'est le bon mot, détaché de mes croyances ou de mes connaissances. Enfin non, j'ai mes croyances, Oui, oui, bien sûr. mais je suis vraiment pas accroché à ces croyances. C'est ce que je crois à l'heure actuelle, mais c'est sujet à interprétation et c'est sujet à modification si je vois des preuves différentes Ouais. qui commencent à émerger, qu'elles aillent dans mon sens ou non, que j'ai tort ou non. Et ça, je pense qu'au final, c'est quoi? C'est simplement le processus scientifique. C'est la manière d'aborder des connaissances qui te permet de les mettre à jour au fur et à mesure de ton voyage dans la meilleure compréhension ou l'obtention de plus amples informations. Et c'est une démarche que je trouve extrêmement enrichissante et que j'essaye de continuer à évoluer, de toujours me confronter. Je fais de mon mieux pour me confronter à des choses qui vont à l'encontre de ce que je peux croire, pour vraiment challenger mes propres croyances et m'assurer de, voilà, est-ce que ce que je pense est vraiment vrai, ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Essayer, tant bien que mal, parce qu'on n'est pas aidé avec les réseaux, de sortir de mes propres biais de confirmation et donc d'aller chercher au-delà du cercle que j'aime et du cercle que je suis et des gens que je pense, ou des gens qui, à mon avis, ont compris plus que moi, ou alors comment ça se passait. Donc, ouais, je pense pas qu'il y ait eu un moment où, alors si à un moment ça a été vraiment la découverte de ce gars, mais au-delà de ça, je pense que c'est un processus continu que j'ai suivi depuis le début. Si on met de côté ma première année avec mon petit bagage d'haltérophilie qui m'avait fait croire que j'avais tout compris, mais je dirais que plus j'avance et moins je suis sûr de ce que j'avance. Mais je pense que ça, c'est vraiment une chouette manière d'avancer, à mon avis. Mais ça veut dire qu'il faut être prêt à se remettre en Ok. question de manière continue et qu'il faut certainement pas rattacher sa personnalité à ce qu'on croit, parce que ben, tu es obligé de changer ce que tu crois en continu. Et si ça veut dire que tu dois changer qui tu es, C'est chaud. par extension, ça devient quasi impossible. Ouais. Ouais. Donc, tu es confiant dans ton savoir, tout en acceptant qu'il peut grandir et évoluer, et au final, en étant d'une certaine manière dans l'attente d'une rencontre avec quelqu'un qui va te montrer que pour X ou Y raison, ton savoir doit changer, ou peut-être que le savoir qui était véridique à un moment est erroné maintenant, et en fait, ça fait partie ça fait partie du game, et au final, c'est ce qui est intellectuellement stimulant. Mm. C'est Ok. ça. C'est C'est ça. euh, c'est beau d'entendre ça parce que j'ai l'impression que moins tu as de connaissances, plus tu es sûr de ce que tu sais ou plus tu es sûr de toi.
Et Ouais. quand tu discutes avec des gens qui sont, bah, tu vois, moi, j'ai eu la chance de discuter avec Christian Thibaudeau, la chance de discuter avec Mathieu Jandel, des mecs qui sont à un niveau de connaissance qui est, enfin, t'as envie de te taper la tête contre les murs. Et au final, les mecs discutent et se comportent avec une humilité que tu retrouves pas chez le fitfluenceur avec son petit kettlebell flow qui lui donne des bras de 45 cm de diamètre, quoi. Donc Mhm. je trouve important que tu le dises pour les gens qui nous écoutent maintenant et qui vont nous écouter par la suite, qu'au final, plus t'en sais, plus tu te rends compte qu'il y a de choses à savoir et plus tu es prêt à faire évoluer ce savoir-là. Et au final, et ce que tu as dit, c'était super puissant, tu remets en question ce que tu sais, mais pas qui tu es, au même titre que quand tu es confronté à l'échec dans ce que tu veux mettre en place, beaucoup de gens, quand ils sont confrontés à l'échec, remettent en question qui ils sont, alors que tu as simplement à remettre en question les modalités selon lesquelles tu as fait ce qui n'a pas fonctionné. C'est ça, et toujours être le plus critique envers toi-même et ce que tu as fait. Et par exemple, je parlais hier avec une cliente et je pose énormément de questions quand je coach parce que je veux savoir qu'est-ce que tu as senti, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui était activé pendant tel ou tel mouvement. Est-ce qu'on a pu vraiment utiliser le fessier correctement sur ce split squat avec cette certaine position de pied ou est-ce qu'au final, c'était pas exactement ce que je voulais parce que en continu, moi, je dois pouvoir mettre à jour ce que je pense savoir sur tel exercice fait telle chose. Est-ce que la charge que j'ai donnée à cette personne à ce moment-là, ça a eu l'effet escompté? Est-ce que c'était pas assez? Est-ce que c'était mal visé? Donc, et toujours être extrêmement critique de soi-même en premier avant de chercher à valider les choses qu'on a fait. Il Mhm. faut essayer, bah encore une fois, c'est le processus scientifique d'essayer essayer de challenger en fait ce que toi tu avances. C'est toujours, tu formules une hypothèse et ensuite tu crées des interventions ou euh, des, des études qui vont essayer de découper ou de casser ton hypothèse. Et plus tu suis ce processus et moins tu arrives à détruire ton hypothèse, plus ton hypothèse se renforce et gagne en pertinence. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est attaque toi-même en premier. Essaye pas de faire un truc et ensuite de montrer que tu avais raison. Mhm. Oui, certainement, tu as pu avoir raison, mais quels sont tous les éléments qui auraient pu faire qu'au final, c'était pas grâce à toi ou c'était pas ce que tu as fait ou c'était pas la bonne chose à faire? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas se reposer sur ses lauriers Mhm. et il faut toujours être dans l'attente de faire mieux ou de vouloir faire mieux ou de vouloir trouver une meilleure approche. Euh, ce qui n'est pas de tout repos, mais à mon avis, qui est, comme tu l'as dit, extrêmement stimulant au niveau intellectuel et personnel. Et au final, ouais, moi, j'aime bien le voyage, quoi. Est-ce que tu penses que si, là c'est très philosophique, hein, mais est-ce que tu penses que si tu cherches pas à constamment évoluer, au final tu fais pas du surplace mais tu régresses? C'est toute une histoire de perspective, Ken. Ça, ça dépend si tu prends d'une perspective qui avance ou d'une perspective qui bouge pas. Je pense que notre secteur de la santé, du fitness, de la performance, il avance du fait que la compréhension du corps humain avance, la compréhension des méthodes, de leurs applications, des adaptations, tout ça évolue au fil du temps. Donc, si tu veux être accroché au wagon, il faut être en mouvement. C'est clair. Et donc, Mhm. dans ce sens-là, tu as raison à mon sens de dire que si tu bouges pas, eh ben, tu fais pas du surplace, mais tu recules. Mhm. Faire du surplace, ce serait faire le minimum vital pour juste légèrement mettre à jour tes connaissances de manière périodique, mais sans vraiment attaquer le truc sérieusement. Là, tu peux faire du surplace sur le train qui avance. Mhm. Mais sinon, c'est clair que si tu t'arrêtes, eh ben, tu vas reculer. Après, je pense par contre que c'est important de dire ou de mettre en avant le fait que c'est pas, tu as pas besoin d'être à la même vitesse Que toute tout le ta monde. carrière. Mhm. Déjà, ou que tout le monde et toute ta carrière. Ouais. Je pense qu'il y a des, je me suis, j'étais dur envers moi-même avec ça pendant très longtemps.
de me dire, ah, mais on m'avait dit que chaque jour, il faut lire quelques pages d'un livre, chaque jour, il faut faire ci, chaque jour, il faut faire ça. Et au final, ça marche très bien pour certains, mais je sais que pour moi, ça marche pas du tout. Et tu as Et eu un qui... enfant. Et ça a foutu le bordel. Alors, non seulement j'ai eu un enfant, mais en plus de ça, il y a des périodes où tout ce que je veux faire, c'est lire. Je me rappelle une période, et c'était il y a plusieurs années, et je retraverse certaines périodes où je veux lire, mais il y a une période où pendant 4 mois, j'avais même plus envie de coacher. Tout ce que je voulais faire, c'était lire des bouquins. Et je lisais, je pense, 5, 6, 7 heures par jour. Ouais. Entre mes coachings, dans le train, le matin, le soir. Et après, pendant 2 ans, j'ai pas touché un bouquin. Ouais. Parce qu'après, il fallait que j'assimile, que j'intègre, que je synthétise tout ce que j'avais lu dans ces bouquins. Et je suis passé à autre chose. Je suis passé à l'action. Pareil, là, par exemple, à l'heure actuelle, je crée du contenu pour cette plateforme dont on a parlé au début. Donc, je suis en train d'essayer de synthétiser toutes les informations que j'ai dans ma tête, que je pense comprendre, qui est un des moyens pour moi d'apprendre, hein, d'essayer. L'effort de synthèse me force à mieux comprendre ce que je pense savoir et de trouver des trous et de donner l'opportunité aussi à tous les gens qui veulent écouter ce que j'ai à dire, de me faire un feedback et de me dire ouais mais là tu vois je comprends pas, ou ouais mais là ça n'a pas vraiment de sens, pour que je puisse mettre à jour et pour que je puisse corriger s'il y a des failles dans ce que je dis, parce que plus il y a de gens qui essayent de faire des trous dans ce que je dis, ben, plus rapidement on pourra trouver quelque chose de cohérent et de solide. Euh, mais au final, c'est pas un processus qui est linéaire, et donc des fois tu vas avancer plus vite que le train, des fois tu vas faire du surplace, des fois tu vas revenir un petit peu en arrière, mais tant qu'il y a cette dynamique sur le long terme, et c'est vraiment ça où il faut t'y Ouais. retrouver, sur le micro, il n'y a pas d'équilibre en fait. Mais si tu regardes sur 2 ans, voilà, est-ce que j'ai évolué au niveau de mes connaissances, au niveau de mes compétences, au niveau de mes acquis, au niveau de mes actions, au niveau du réseau que j'ai créé, au niveau de l'entreprise que j'ai montée. C'est vraiment sur ce long terme, à mon avis, qu'il faut juger ce qu'on fait et pas au jour le jour. Sauf si, comme je l'ai dit, ça te convient, parce que c'est possible que pour certaines personnes, eh ben, chaque jour tu lis 5 pages, chaque jour tu fais telle et telle chose, chaque jour tu fais ci, et après 2 ans, ben, tu as bien avancé avec, on va dire, tous les paramètres qui ont avancé à la même vitesse. Mais il y en a certains qui vont faire d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça et ensuite ça. Donc en fait, il faut tendre vers de la progression, mais cette progression en elle-même, elle est rarement linéaire. Il faut faire ce qui est juste pour toi. Ouais. Pour certains, ce sera linéaire, et pour d'autres, Pour ce d'autres sera pas. pas du tout. Et encore une fois, je pense que se connaître et apprendre à se respecter et à faire ce qui est juste selon soi-même, tant que ça tend vers les objectifs qu'on s'est fixés et vers notre évolution à nous. Je pense que, encore une fois, si on peut faire ce qui nous plaît à nous et ce qui est juste pour soi-même, on en sortira toujours gagnant Ouais. sur le long terme, et on kiffera un petit peu plus au jour le jour. Je reviens juste et pour le coup, je partage mon expérience perso par rapport à ce que tu dis et par rapport à cette évolution. Moi, j'ai noté une grosse différence entre la première année où je me suis lancé en tant que personal trainer et je n'avais que mon business de personal trainer à développer, avec l'année suivante la formation qui s'est ajoutée, donc des skills de formateur à développer, et avec dans les années suivantes d'autres projets qui se sont mis en place. Et en fait, c'est vrai que quand tu es très centralisé sur une pratique professionnelle ou un trend, c'est aussi beaucoup plus facile d'être très organisé. Mais quand tu veux développer plusieurs choses à la fois, toi, tu as ton coaching, tu as le testing, tu as le podcast. Et ben, j'imagine que ben voilà, de temps en temps, tu as un plan. Et puis en fait, ce plan, il vient être chamboulé parce que ce que tu avais prévu de faire, par exemple, le jeudi pour le podcast, ben, en fait, l'occasion se présente à un autre jour et donc tu dois réorganiser. Et c'est vrai que moi, j'ai ce sentiment-là où à un moment donné, quand tu veux lancer plusieurs choses en même temps, eh bien, il y a aussi des impératifs qui s'imposent à toi, ou quand c'est le moment de saisir l'occasion, eh bien, il faut la saisir et tu ne peux pas faire autrement, sinon l'occasion ne se représente pas. Et c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent maintenant ou qui vont nous écouter par la suite, quand tu as un enfant qui rentre dans l'équation, ça chamboule encore le tout. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et moi, ça m'a fait, alors ça a été très violent au départ quand ma fille elle est arrivée, mais ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a aussi montré qu'en fait, même si tu lances plusieurs choses que tu es passionné, tu peux pas attendre d'avoir tout fini ou d'avoir du temps pour prendre du temps. Et à un moment donné, tu es obligé de mettre stop. Ok, là, je m'arrête. Là, je prends du temps pour moi, pour ma femme, pour ma fille, pour faire un truc qui me fait plaisir, pour mes potes. Et pas être systématiquement dans l'attente
du bon moment parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, le moment de calme, il se présente rarement. Ouais, il faut le créer, le moment de calme. Et ça, c'est une chose, ça, c'est une compétence que j'ai pas. Je suis extrêmement mauvais à prendre du temps off. Je suis extrême, j'adore ce que je fais. Mhm. Si j'étais laissé à moi-même, je bosserais H24. Mais je sais que pour moi aussi, j'en ai besoin. J'ai Mhm. besoin de prendre soin de moi-même. J'ai besoin de dormir. J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de me ressourcer. Et bah, plus récemment avec ma femme Lynn qui joue un grand rôle dans tout ce que je fais parce que eh ben je pourrais pas faire tout ce que je fais au jour le jour sans son soutien à elle et tout ce qu'elle fait de son côté également. Pareil. Merci Ben. Euh, et puis ouais, c'est super important de prendre du temps pour soi. Et je pense qu'il faut s'en donner les moyens. Je pense que ben, les premières années, de toute façon, tu lances un business. Dès le moment où tu lances un business, où tu essaies de créer quelque chose, salut Glenn, merci d'être sur le live. Dès le moment où tu crées quelque chose à partir de rien, il y a un effort monstre et une énergie monstre qui doit être fournie pour faire en sorte que cette chose se développe et perdure. Et donc, t'as pas le choix. Il faut cravacher. Et je sais que les premières années, eh ben, j'ai mis le pied au plancher et j'ai pas relevé la tête du guidon, Mhm. quoi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que que ce soit avec des clients ou sans clients pour développer le business, pour développer la communication, le réseau, etc. C'était facilement des 12 heures par jour, chaque jour pendant un an ou deux. Chose que j'ai faite encore même l'année dernière parce il y avait des choses à faire, Mhm. il y avait des objectifs à atteindre, ou en tout cas des milestones vers lesquels je devais tendre. Là, depuis cette année, depuis le début de cette année, en gros, on s'est posé à Noël avec ma petite femme et puis elle m'a aidé à organiser mon planning de la semaine, à structurer les choses Mhm. et à dire, eh ben voilà, qu'est-ce que tu veux prioriser, qu'est-ce que tu veux mettre en avant, qu'est-ce qui est important pour toi et comment est-ce qu'on peut faire pour que au milieu de tout ça, eh ben on trouve quand même un petit peu de temps Ah pour oui. nous. Et donc, ce que je fais à l'heure actuelle, c'est absolument, Glenn, je suis tout à fait Glenn, tu d'accord avec as toi. tout à fait raison. T'as tout résumé, on n'en parle pas assez, donc merci à nos partenaires, merci à Oui. nos femmes, à nos compagnes. Elles sont super importantes, exactement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, à l'heure actuelle, j'ai dédié 3 jours pour le coaching. Donc, il y Mhm. a lundi, mardi, jeudi où je coach principalement. Donc, comme j'ai dit, à domicile ou alors à la salle à Basics chez David. Un jour par semaine qui est dédié au testing. Donc, je fais que ça. Mhm. Et un cinquième jour qui est dédié à l'administratif et au podcast. Yep. Et donc, c'est la structure que je me suis imposée avec des week-ends de congé, avec parfois des mercredis de congé dans la semaine quand j'en ai besoin. Euh, et c'est un équilibre que j'aime beaucoup, que j'apprends à apprécier. Ça fait à peu près un an que je suis dedans maintenant. Mhm. Je crois qu'il y a Ouais, il y a ta moitié il y qui a ma nous écoute. moitié. Ouais, exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me permet maintenant d'avoir un peu plus de place dans ma tête aussi. Et Mhm. comme tu l'as dit, je pense que la patience, c'est quelque chose que j'avais pas avant ou que j'ai eu, qui m'a pris du temps à développer et qui est très très bien au début, mais en même temps, comme tu l'as dit, tu peux pas toujours être dans l'attente du truc pour que ça se passe aujourd'hui ou demain. Donc maintenant, j'essaie de regarder sur le moyen terme plus que sur le court terme. Mhm. Quand je veux essayer de créer quelque chose, je pense que j'ai trouvé un bon rythme aussi. Donc là, par exemple, depuis la semaine dernière, j'ai réduit un peu la voilure sur le podcast. Avant, j'étais à 2 épisodes semaine. Maintenant, je suis à un épisode semaine. Mhm. La deuxième, je bascule sur un question-réponse sur mon YouTube que je repasse ensuite en audio sur ma chaîne podcast, qui semble être assez intéressant pour pas mal de monde. Donc, moi, ça me fait un peu plus de temps parce que le live, bah, ça me prend 1 heure pour le faire et derrière, il y a très peu de boulot, alors que le podcast, c'est quand même plus de travail en amont Mhm. et en aval. Donc là, j'ai gagné un petit peu de temps et là, je suis en train de créer ces petites formations en ligne qui vont me permettre également de me dégager un petit peu plus de temps. Début de semaine, là, mardi, j'étais à Motion Lab à Lausanne et parlant avec Mathieu et avec Alex, il y a certainement des chouettes choses à faire de ce côté-là, même si c'est en collaboration avec eux sur des projets de recherche ou avec Mhm. des équipes ou des athlètes avec qui ils travaillent au niveau du testing que j'effectue. Donc, est-ce que je peux me dégager quelques heures, quelques fois par mois ou 1 ou 2 fois par mois
pour passer un peu plus de temps dans ces projets de recherche qui, moi, m'intriguent et m'interpellent et m'enrichissent énormément et qui me permettent ensuite, je pense, de mieux faire mon boulot dans les autres dimensions dans lesquelles j'évolue. Donc, je pense que je commence à voir le bout du tunnel en termes de trouver un rythme que je puisse maintenir sur le long terme Mhm. et qui me permette de continuer de faire les choses que j'aime au quotidien, mais aussi de me développer et de tendre vers d'autres choses auxquelles j'aspire sans bosser 15 heures par jour tous les jours et de pas prendre de temps pour moi. Mhm. Comme tu l'as dit hein, au début, tête baissée, pied au plancher, tu serres les dents et t'y vas. Et je me rends Mhm. compte que toujours dans cette optique de développement de plusieurs choses, à un moment donné, dans ce que tu développes, tout n'avance pas à la même vitesse. Moi, je vois actuellement mon coaching, ça roule parce que ça fait 5 ans que je le fais. Et tu vois que c'est le moment d'accélérer pour Fundamentals. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent bien comprendre. C'est que quand tu lances plusieurs choses, bah, il y a un moment donné où il y a certaines choses qui roulent. Le roulement, il est en place. Ça va bien. Et tu veux lancer quelque chose d'autre. Et en fait, il faut réappuyer un coup sur l'accélérateur. Et ça, c'est une généralité qui est chez toi, qui est chez moi et qui est chez toutes les personnes qui entreprennent. J'aimerais prendre les dernières minutes. Tu as parlé de petites formations. J'aurais envie de te mettre, je sais pas moi, une petite pichenette pour enlever ce mot petit. Tu vas lancer la Upside Strength Academy. Euh, c'est juste fou. Est-ce que tu peux nous expliquer ça pour les dernières minutes du live, s'il te plaît, Sean? Avec plaisir et je te remercie Ken de le mentionner. C'est un projet qui a émergé de ce que je fais depuis un petit moment, donc la vulgarisation et la synthèse de différentes idées que j'essaye d'apporter au travers de mon contenu YouTube notamment et de tout ce que j'ai pu amasser aussi au travers de mon podcast avec les différents intervenants que j'ai interviewés. Et comme je te l'ai dit avant, l'effort de synthèse pour moi, c'est un effort avant tout d'apprentissage parce que ça me force à valider ce que je pense avoir compris. Est-ce que j'arrive à le mettre ensemble? Est-ce que j'arrive à l'expliquer d'une manière qui soit claire et cohérente? Et surtout sur tout ce qui est de la physiologie de l'exercice, je pense que ça, c'est un sujet qui, moi, me passionne, que je trouve absolument super. Et par contre, qui est pas très, très clair de prime abord parce qu'il y a plein de protagonistes différents avec différentes approches, avec différents outils, avec différentes mesures pour différentes raisons. Et donc, vraiment d'essayer de comprendre toutes ces choses-là et de les unifier, c'est vraiment un truc qui me botte. Déjà pour moi, parce que je pense que si j'arrive à faire le tour d'une question et expliquer toutes les perspectives, voilà, est-ce que je peux expliquer les avantages et les inconvénients d'utiliser la lactatémie pour des tests d'effort, un protocole court versus un protocole long, la ventilation, qu'est-ce que ça veut dire, le CO2, l'oxygène, la respiration. C'est super intéressant pour moi d'essayer de faire le tour de la question et de bien la comprendre dans son intégralité et pas juste avec d'un seul point de vue. Et donc, ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, c'est de synthétiser tout ce que je pense comprendre sur ces différents sujets et de les rendre disponibles comme formation. Je vais pas utiliser le terme petite maintenant. Je vais toujours Merci. penser à toi quand je parle de ça. Donc, En fait, t'as pas le droit. T'as pas le j'ai droit. pas le droit. Bon, Tu bah peux alors, pas. je Non, le ferai mais pas. tu peux pas utiliser petite, petite Alors, par rapport à ce que tu fais. je vais défendre ma position sur le petit juste quelques instants, parce que, à mon avis, il faut quand même distinguer d'études qui peuvent durer sur plusieurs années Oui, dans un cadre universitaire et ensuite une formation en ligne de 3 heures. C'est pas du tout le même monde, c'est pas du tout le même bateau. Donc, je pense que c'est important quand clairement. même de distinguer à ce Oui, niveau-là. oui. Et c'est pour ça que je dis J'utilise petit, le parce mot que petit. c'est Ouais. autant j'appelle ça l'académie, autant je me prétends pas non plus être une université et avec toute la profondeur et le cadre qu'ils peuvent fournir. Mhm. Donc c'est pour ça que j'utilise le mot petite, mais pour toi, Ken, je dirais plus petite, malgré tout. Merci. Donc voilà, ces formations que je veux mettre en avant qui, me forcent à synthétiser de manière assez concrète ce que j'ai amassé comme connaissance jusqu'à maintenant, qui est un Mhm. exercice qui est difficile que j'ai fait il y a quelques mois pour Kevin en intervenant sur son mentorat. Mhm. Il m'avait demandé, j'étais honoré de pouvoir le faire, il m'avait demandé d'écrire son module 11, qui est le module sur le conditionnement. Donc là, j'ai dû vraiment m'asseoir et tout mettre à plat et me dire, voilà, Mhm. Sean, qu'est-ce que tu penses vraiment de ça? Comment est-ce qu'on peut l'organiser, le transmettre d'une manière cohérente? C'était vraiment un exercice qui était difficile,
qui m'avait pris beaucoup d'énergie, mais en même temps que j'avais trouvé extrêmement enrichissant à la sortie. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse ça plus souvent Mhm. et il faut que je le fasse pour moi. Et donc, d'où la poursuite maintenant de cette petite aventure qui est de créer ces formations, de les rendre disponibles, qui aussi me donnera un petit peu de temps, un petit peu de temps, comme j'ai dit, pour peut-être participer à d'autres projets ou à des Mhm. projets intéressants qui, à l'heure actuelle, ne sont pas possibles, simplement du fait que bah, j'ai des coachings à faire. Donc, Oui, bien euh, sûr. Des il impératifs faut auxquels il faut répondre. des impératifs et encore une fois, peut-être me détacher, pas complètement, et on verra où ça mène dans les années qui viennent, mais commencer à mettre un pied dans arrêter de toujours échanger du temps pour de l'argent. Parce Mhm. que quand tu coaches en présentiel et que tu fais que ça, ben c'est ça, hein, c'est ton temps. Et les heures où tu coaches, c'est les heures où ton business ne se développe pas, Mhm. parce que tu travailles pour le business, mais pas sur le business. Donc ça, je pense que c'est une distinction qui est importante à mettre en avant. Et donc voilà, ces petites formations, ces grandes formations qui vont me permettre voilà, de me faire un petit peu de place, non seulement dans ma Ouais. tête, mais aussi dans mes semaines pour poursuivre d'autres choses Mhm. Oui, puis intéressantes. c'est une manière de faire, et c'est une discussion que j'avais avec un de mes collègues, Sébastien Juillard, lundi matin. Je pense que la dématérialisation du présentiel est l'unique moyen qu'on a, nous, les coachs et les professionnels de l'entraînement et de l'accompagnement, à scaler notre business. Parce au final, tu peux pas scaler ton business quand tu es coach en présentiel. Enfin, à un moment donné, tu peux pas te dédoubler, tes heures, elles sont pas extensibles à foison et tu as besoin à minima de manger et de dormir pour pouvoir exercer. Euh, Rapidement, il y a une question pertinente que Flo a posée versus notre densité capillaire. Qu'est-ce qui manque selon toi aujourd'hui comme service pour les professionnels de l'entraînement? Pour le coup, pas pour les clients. Donc pour les coachs en Pour les eux-mêmes. coachs, ouais, rapidement. Ça, c'est une très très bonne question. Je dirais un cursus éducatif ou du contenu qui les aide à mieux réfléchir et à Ok. mieux penser et à mieux juger le contenu qu'ils peuvent trouver Mhm. et de comment parler plus en et plutôt qu'en ou. Mhm. Parce il y a beaucoup de ça ou ça, mais en fait, c'est les deux et Ça c'est le et ça. contexte qui importe sur comment tu vas équilibrer ces deux aspects-là ou lequel tu vas utiliser dans quel contexte. Donc, je pense que avec tout le contenu qu'on a en ligne, je pense qu'on manque de ressources sur comment aborder ce contenu et comment le synthétiser, comment le faire à sa propre sauce, Mhm. comment créer son propre puzzle. J'aime bien parler d'un puzzle de connaissances qu'on construit au fil du temps. Faut pas se contenter d'un ou deux petits satellites. Ah ouais, ben là, tu avais le soleil sur le puzzle, donc tu arrives à faire le soleil, mais Mhm. le soleil, il est tout seul en haut à gauche et puis il manque des connexions. Et je pense que comment créer ces liens entre tous ces différents sujets dont tout le monde parle, parce que tout le monde a quelque chose d'important à mettre en avant et ça, c'était vraiment pour moi une réalisation avec le podcast. C'est qu'en fait, tu écoutes toutes ces personnes et elles ont toutes une manière différente d'approcher ces différentes questions qui sont importantes pour nous. Mais au final, il y a tout qui se recoupe et il y a tout qui est connecté. Donc, passer plus de temps entre les disciplines, passer plus de temps à l'intersection de différentes méthodes ou de différents principes et même au-delà du coaching, de différentes disciplines, Mhm. d'aller chercher. Ben là, je m'intéresse à la recherche dans un certain domaine, et il manque des connaissances en statistique, donc je vais aller demander à mon pote Quentin qui est statisticien et qui peut m'expliquer deux trois concepts de base. Ou alors là, je m'intéresse aux mitochondries et je pense que je peux avoir un petit refresher, donc je vais aller voir le Khan Academy sur YouTube Mhm. et je vais regarder deux, trois vidéos sur la respiration cellulaire de base pour mieux comprendre ça. Et puis après, il faut que je comprenne la physique parce qu'il y a tel et tel élément sur du sprint, par exemple, il faut que je comprenne certaines dynamiques. Mhm. Et donc, de ne pas avoir peur de sortir de notre monde à nous pour aller chercher des informations qui sont pertinentes. Et en plus de ça, mettre en lien ce qu'on trouve et essayer de trouver les connexions et les points d'ancrage communs plutôt que de se dire, moi, je suis telle ou telle méthode, moi, je suis tel ou tel outil, non, moi, je fais que du kettlebell, non, moi, je suis un mec de polyquin, je fais que du polyquin, je suis un polyquin. Je pense que c'est extrêmement réductionniste et j'ai rien contre polyquin, il est très très bon et tout ce qui communique est extrêmement pertinent, mais faut se détacher, faut commencer
à se développer soi-même, selon bien sûr ce qui nous fait vibrer et ce qui résonne. Mais je pense l'effort de synthèse, il pourrait être amélioré, on va dire. Donc au final, plus pas forcément du coup une formation à proprement parler, mais voilà cette capacité à réfléchir, un prisme à travers lequel on pourrait chercher à mutualiser les différentes connaissances et apprendre ce qu'il y a de bon dans les différents endroits et peut-être les adapter à notre domaine ou à notre réflexion à nous. Ça, et je pense, la dernière chose que j'ajouterais, c'est du contenu qui met en avant l'intérêt d'échanger avec ses collègues, avec d'autres coachs. Mhm. Encore une fois, on est loin d'avoir tout compris et Clairement. on peut tous s'apporter des choses intéressantes. On n'est pas concurrents, on est collaborateurs, on travaille tous pour le même but, c'est euh, donner aux gens les outils dont ils ont besoin pour prendre soin d'eux aujourd'hui et pour le reste de leur vie, que ce soit au côté nutrition, que ce soit côté mouvement, que ce soit côté sport. Et donc, je pense qu'il faut qu'on commence à se comporter comme des collaborateurs entre nous et qu'on échange beaucoup plus et qu'on cherche à aller vers l'autre et à se dire, ouais, pourquoi tu fais ça comme ça c'est intéressant parce que moi, je l'avais compris comme ça. Ou alors poser des questions quand on n'est pas sûr. Sans avoir peur de se dire, ah, si je pose une question, ça veut dire que je sais pas. Et donc, les gens, ils vont Mhm. penser que je suis nul. Il faut enlever cette dernière partie de la phrase. Et encore une fois, comme tu l'as mentionné deux, trois fois, un petit peu plus d'humilité. Et c'est OK, en fait, de pas savoir. Et Ouais, clairement. c'est en acceptant ce fait-là qu'on évoluera tous plus rapidement et certainement vers des états un petit peu plus intéressants pour chacun. Euh, Cette discussion pourrait durer encore très 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 longtemps parce que bah voilà, on est chaud tous les deux et on a plein de choses en commun à raconter et on a une vision qui est sur la forme peut-être un peu différente et sur le fond très très similaire. Sean, merci beaucoup du temps que tu as pris pour partager ce moment avec moi, avec une partie de mes followers et avec une partie des tiens dans ce live du jeudi matin. Merci encore pour le coup de pouce, pour la pub, pour les workshops, pour Avec les plaisir. webinaires. C'est vraiment super cool. Et ça, c'est une grande preuve de ce que tu dis, en fait. C'est que tu le dis, mais tu le fais. C'est-à-dire que quand on a besoin d'un coup de main, qu'on a une question à poser, ben voilà, on sait on peut venir vers toi et c'est vraiment super agréable d'à chaque fois prendre le temps. Euh, C'était très inspirant pour moi. Tu es un exemple à suivre alors déjà pour moi, mais aussi pour les autres coachs. Franchement, c'est top. Ce mindset et cette attitude que tu as, elle est vraiment merveilleuse. Pour moi, tu as capté un truc et c'est super bon et ça n'annonce que du bon pour le futur. Je me ferai un grand plaisir de faire beaucoup de publicité pour la Upside Swing Academy quand tu le souhaiteras. Tu sais que tu peux compter sur moi. Merci, Ken. Euh, du coup, moi, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Bah, j'imagine qu'on va se entendre prochainement ou se revoir. J'aimerais bien un jour te voir en présentiel parce que pour l'instant, Oui, je t'ai vu que à travers les caméras. c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce que, pour revenir avec Flora, décidément, elle est partout. Elle veut absolument qu'on organise un meet-up entre coachs, donc on va s'atteler à organiser ça. Maintenant que les conditions et les restrictions sanitaires se sont adoucies, ça va être aussi beaucoup plus simple. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux qui vont nous écouter par la suite. Sean et moi, on va republier le live sur nos réseaux. Sean, il va reprendre le lien, il va le mettre sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, il sera accessible à tout le monde. Sean, merci mille fois pour ton temps, pour ce discours inspirant et pour cette belle vision de notre métier et de la manière dont tu le fais. Je te souhaite tout le meilleur possible pour tous les projets qui sont à venir, que tu continues à t'éclater comme tu le fais et que du coup, tu continues à nous partager du contenu ultra qualitatif. Je te souhaite une Merci. excellente journée. Merci beaucoup. Merci à toi, Ken. C'était un Ciao, plaisir. Sean. Au revoir tout Ciao. le monde. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. À plus.